Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir chez nous et je vais essayer de vous raconter un peu mon parcours et les choses qui ont été organisées d'une certaine manière et puis aussi ce qui relève plus ou moins du hasard et dans l'ensemble de hasards heureux. Alors, ça commence justement par quelque chose d'heureux. J'ai eu une enfance très heureuse avec des parents très aimants. Le seul problème de cette enfance, c'est que mon père a été prisonnier pendant 5 ans en Allemagne. Moi, je suis née en 1938 et en 1939, mon père a été requis par l'armée et il est parti 5 ans en Allemagne. Donc mon enfance a été rythmée, je dirais, par l'envoi de courriers, la réception de courriers, nos visites bi-hebdomadaires à la Croix-Rouge pour lui envoyer des colis. Et pendant toute la période de la guerre, maman m'a entretenue dans l'idée de papa, ce qui veut dire que quand il est rentré, je n'ai pas été décontenancée, ce qui n'a pas toujours été le cas. Moi, je connais des prisonniers qui sont rentrés et ça a vraiment été très conflictuel avec leurs enfants. Dans mon cas, ça n'a pas été comme ça. Je me souviens très bien de son retour. J'étais partie avec l'école en promenade, et puis subitement, il y a 2 jeunes gens de la rue où nous habitions qui sont arrivés et qui ont crié « Ton papa est rentré, ton papa est rentré !» Et ils m'ont pris chacun par la main, et puis ils m'ont allé vraiment porter. Moi, mes pieds ne touchaient pas le sol, ils m'ont amené à la maison. Il y avait foule devant la maison, bien entendu. Et je suis rentrée, j'ai trouvé mon papa. Et tout de suite, on a été en connivence, on s'est tout de suite bien entendu. Et ça a été un bonheur, et cette connivence, elle a duré jusqu'à sa mort. Donc c'était un événement majeur, son retour. Papa était professeur de langue dans un collège de jésuites à Liège. Il enseignait les langues germaniques, donc l'anglais, l'allemand, le néerlandais. Et il a aussi enseigné dans une école d'ingénieurs, aussi une école de jésuites, et il a fait un livre, un manuel de vocabulaire technique pour les ingénieurs en anglais. Maman était femme au foyer, comme on dit, et elle avait beaucoup de travail finalement parce que ma grand-mère et ma tante vivaient avec nous, et donc maman devait s'en occuper. Ma grand-mère était âgée, ma tante était un peu handicapée, donc elle ne faisait pas grand-chose. Donc maman avait pas mal de travail. J'ai aussi un souvenir de mon enfance, un souvenir très important de ma grand-mère maternelle. Je n'ai pas connu mon grand-père paternel. Mes grands-parents paternels, mes souvenirs, c'est plutôt des gâteries. Si j'avais le malheur ou le bonheur de dire un jour que j'aimais les éclairs au chocolat, la fois suivante, j'étais sûre que j'aurais 6 éclairs au chocolat. Ça, ce sont mes principaux souvenirs de mes grands-parents paternels. Du côté maternel, c'était ma grand-mère. Elle était institutrice en chef ici, au village à Marchin. C'était une femme très cultivée et une femme qui s'occupait vraiment beaucoup de moi. Et surtout, une des choses dont je me souviens très bien, c'est qu'elle organisait avec moi des voyages rêvés, si vous voulez. Elle aimait beaucoup la géographie, elle connaissait très bien le monde, en tout cas le monde que l'on connaissait plus ou moins à l'époque. On ne voyageait pas beaucoup, bien entendu, à ce moment-là, mais je me souviens notamment qu'elle m'emmenait en Amérique, et elle me racontait l'Amérique, elle me racontait les villes, les paysages, les animaux, les populations. Donc c'était assez fascinant, et peut-être que c'est de là que vient mon goût des voyages qui m'envahit toujours avec bonheur. C'était aussi une femme qui recevait beaucoup et qui aimait beaucoup cuisiner, ce qu'elle m'a aussi légué. Je fais encore des recettes qu'elle faisait à l'époque. Et maman avait pris le relais, donc il y a une tradition de femmes cuisinières, je vais dire, dans la famille. Mes parents étaient des catholiques pratiquants, mais des catholiques sociaux,
qui s'occupait beaucoup des œuvres charitables à l'époque, Saint-Vincent de Paul pour papa, les Dames de la Charité pour maman. Et c'était aussi des catholiques critiques. Ils n'acceptaient pas, sans discuter, ce qui se passait dans l'Église. Surtout papa. Maman, elle avait plutôt tendance à dire si l'Église le dit, c'est pas mal, ou c'est bien même. Mais papa a été plus, oui, avait plus de réactions qui pouvaient être parfois négatives. Et je me souviens, mais ça c'était beaucoup plus tard, il était vraiment furieux quand le Vatican a annulé le mariage de Caroline de Monaco en disant voilà, c'est une église de classe et je ne peux pas supporter ça. Et ça venait plus tard, mais c'était bien dans la ligne de ses critiques par rapport à l'Église. J'étais enfant unique et j'ai eu une grande chance dans cette situation. Ce n'est pas toujours évident d'être un enfant unique. Il y avait dans ma classe à l'école primaire pardon, une petite fille qui se prénommait Marie-Claire et qui était la 4e d'une famille de 6 enfants. Et donc, cette Marie-Claire, elle n'était pas très bonne élève, contrairement à moi. Moi, j'étais toujours première. Ma grand-mère m'avait d'ailleurs bien drillée, et papa aussi. Mais Marie-Claire, elle avait énormément de difficultés. Et nous nous entendions très bien. Et comme ma grand-mère était une ancienne institutrice, Marie-Claire revenait tous les jours avec moi à la maison. Moi, mes devoirs étaient faits en 5 minutes, mes leçons, je les connaissais aussi en 5 minutes. Marie-Claire, elle avait beaucoup de difficultés. Et donc, ma grand-mère l'aidait à faire ses devoirs, à étudier ses leçons. Tous les jours, elle était là. Et quand ma grand-mère avait fini de l'aider, elle n'habitait pas très loin de chez nous, je la reconduisais chez elle. Et puis, elle me ramenait à la maison avec un de ses frères ou une de ses sœurs, ou deux ou trois. Et puis, je les ramenais. Et ça pouvait durer comme ça pendant assez longtemps. Et le dimanche, on se retrouvait à la messe. C'était aussi une famille catholique. J'étais dans les œuvres comme mes parents. Et à la fin de la messe, les parents Van den Bosch emmenaient tous les enfants amis. Ils avaient une vieille Ford carrée, vous savez, où ils avaient mis entre les sièges avant et arrière un banc. Et on s'entassait dans cette voiture et on rentrait tous déjeuner chez Marie-Claire. Et donc, ça a été pour moi une grande chance de les avoir parce que je n'ai jamais été vraiment une enfant unique à partir de là. Alors malheureusement, on s'est perdu de vue parce que mes parents ont déménagé. Ils habitaient d'abord Chênay et puis ils sont allés habiter à Hambourg. C'est pas très loin, mais enfin bon. Et puis surtout, Marie-Claire et moi, on a eu des parcours tout à fait différents. Marie-Claire s'est mariée à 18 ans. Elle a eu tout de suite des enfants. Donc on n'avait plus du tout le même genre de vie. Mais on ne s'est jamais vraiment perdu de vue. Et ce qui est amusant, c'est que je retrouve sa fille aînée bien souvent. Par exemple, je suis allée faire une conférence à l'Institut catholique de Paris il y a 2 mois. Eh bien, sa fille aînée était là et j'ai toujours beaucoup de plaisir. Ça me rappelle mes bons souvenirs d'enfance. J'ai fait l'école primaire à Chênay, chez les filles de la Croix, dans une école qui s'appelait Sainte-Thérèse d'Avila. Et ça s'est bien passé, je n'avais pas de problème spécial. Je me rappelle simplement d'une chose qui est peut-être intéressante, c'est que, si vous voulez, l'école Sainte-Thérèse d'Avila se trouvait dans une rue comme ceci, et dans une rue perpendiculaire, il y avait l'Athénée. Et pour aller à l'église, ou bien on passait devant mon école, ou bien on allait devant l'Athénée. Et il nous était interdit de passer devant l'Athénée, parce qu'à l'Athénée, il y avait, d'abord c'était mixte, terrible, et il y avait des enfants qu'on ne devait pas nécessairement fréquenter, et donc il y avait un clivage très important à l'époque. J'ai alors fait mes humanités gréco-latines à ce qui s'appelait alors l'Institut Saint-Jacques, qui est devenu après le lycée Saint-Jacques à Liège. Et c'était une école, c'est toujours d'ailleurs, une école catholique, à l'époque uniquement pour filles, puisque dans l'enseignement catholique n'était pas mixte. Et c'était une école très spéciale. École catholique, donc, mais où il n'y avait ni religieux, ni religieuse, ni prêtre. Ce n'étaient que des professeurs laïcs et tout professeur universitaire, ce qui n'était pas non plus nécessairement le cas dans la plupart des écoles catholiques, parce que dans les écoles catholiques, il y avait des prêtres et des religieux qui donnaient cours, qui n'avaient
pas la formation universitaire correspondant à leur enseignement. Ce n'est venu plus tard qu'avec une loi, la loi Collard, comme on l'a appelée, où il y a une obligation dans l'enseignement catholique d'avoir des universitaires. Mais moi, j'ai eu tout professeur universitaire, des professeurs vraiment de très grande qualité. Moi, je garde des souvenirs très marquants d'un certain nombre d'entre eux, et notamment de mon professeur d'histoire de l'art, qui m'a fait découvrir l'Égypte ou des choses de genre. Donc c'était assez fascinant. Et c'était une école qui avait été fondée par quelques grandes familles bourgeoises de la région liégeoise, des familles de banquiers, d'industriels, et qui voulaient donner aux filles une éducation pour les former, pour les préparer à l'université, et non pas éduquer des filles pour que plus tard elles fassent salon pour leur mari en sachant jouer du piano, ou faire de la broderie ou des choses de genre. Donc c'était une école qui se démarquait très fort des autres écoles catholiques pour jeunes filles. Et puis alors, j'ai commencé des études. Je dois aussi dire que dans ma famille, il a toujours été clair que j'irais à l'université. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute autour de cela. J'étais une bonne élève. En plus, ma grand-mère, mon père étaient dans l'enseignement. Donc, voilà, la voie était toute tracée. Et Liège, papa avait été à l'université de Liège. Il avait fait les sciences commerciales, comme on disait alors, ce qui est devenu plus tard les sciences économiques. Et donc, il trouvait, tu vas à Liège. Alors que beaucoup de familles catholiques en Belgique envoyaient leurs enfants à l'université catholique de Louvain, parce qu'elle était catholique, bien sûr. L'université de Liège était et est toujours une université d'État, donc où il n'y a pas de marquage idéologique particulier. Sauf que selon les facultés, on est plus ou moins dans des facultés catholiques et plus ou moins dans des facultés athées ou laïques au sens idéologique du terme. Alors, en fait, je voulais être ingénieur. Ça, c'était mon rêve. Mais j'avais des amis dont le père et la mère étaient tous les deux ingénieurs, et la mère m'avait dit, quand je lui avais dit que je voulais être ingénieur, elle m'avait dit « Fais attention, parce qu'une femme ingénieure, tu vas travailler dans un laboratoire comme moi, tu n'iras pas sur le terrain, les ouvriers n'aiment pas les femmes, ne respectent pas les femmes, ils ne veulent pas de femmes chefs, donc si tu fais des études d'ingénieur, attends-toi à travailler dans un labo. » Je n'avais pas du tout envie, moi, je voulais aller sur le terrain. Hein. Ça m'a quand même un peu échaudée. Comme je ne voulais pas aller dans un labo, je me suis dit, bon, je dois m'orienter ailleurs. Mais alors quoi? Puisque ça, c'était mon rêve, pardon, depuis très longtemps. Alors je me suis dit, je vais choisir une formation qui est ouverte, qui n'est pas focalisée sur une profession ultérieure particulière, mais quelque chose qui donne beaucoup de potentialités. Et à l'époque, les potentialités existaient quand même, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ce qui à Liège s'appelait les sciences politiques, économiques et sociales. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je n'ai pas eu beaucoup de sociologie à l'université de Liège. On avait beaucoup de cours d'économie, beaucoup de cours de droit, des cours d'histoire, des cours de philo. On avait de la sociologie, mais à l'époque, dans toutes les universités belges d'ailleurs, aussi bien francophones que néerlandophones, la sociologie n'était pas très développée. Là où elle l'était le plus et où il y avait sans doute le professeur le plus brillant en sociologie, c'était à l'ULB avec le professeur Henri Jeanne, que j'ai bien connu par la suite à l'ISLF. Donc peu de sociologie, et d'autant plus qu'à l'époque, il y avait la guerre au Katanga, et notre professeur de sociologie, René Clemens, était très impliqué dans la guerre au Katanga, donc il n'était quasiment jamais là. Et je n'ai retenu qu'une chose de lui, en fait, c'est le caractère éminemment social de l'être humain. Ça, c'est comme ça que je peux résumer la sociologie que j'ai eue à l'université de Liège. C'est un peu court, mais par exemple, on n'a jamais vu les grands auteurs, hein, ce qui était quand même assez étonnant. Peut-être une petite remarque encore sur cette formation en sciences politiques, économiques et sociales, c'est que, comme je viens de le dire et comme l'intitulé l'indique, on avait des cours d'économie. Et cela, en Belgique, cela fait une énorme différence avec la France. En France, les sociologues sont formés avec des philosophes. Nous sommes formés avec
des juristes, avec des économistes. Et donc ça donne une toute autre orientation à la sociologie, notamment une orientation beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique. Et je l'ai senti tout au long de ma carrière, cette différence avec les collègues français. Alors, voilà, je termine mes études en 4 ans, j'avais assez bien réussi. J'ai fait une thèse sur l'influence de la télévision dans les milieux populaires, et ça m'a permis d'aller dans des quartiers très populaires de Liège et de voir l'éducation qu'on donnait aux enfants et l'importance qu'avait la télévision. Donc on était en 58, donc c'était les tout débuts de la télévision, hein, ça avait un impact énorme. Et ça m'a permis aussi de découvrir certaines caractéristiques de l'éducation dans ces milieux qui étaient très différents de mon milieu à moi. Donc c'était aussi très intéressant sociologiquement. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais travailler, bien sûr. Et j'ai reçu un jour une convocation, disons, qui venait de l'abbé Laloux, qui était installé à Namur, et qui me proposait de le rencontrer pour voir éventuellement si je pourrais travailler pour le centre de recherche socio-religieuse qui avait été fondé à Bruxelles par le chanoine Outard. Et il y avait une aile à Namur dirigée par l'abbé Laloux. Et en fait, pourquoi il voulait prendre quelqu'un qui sortait de Liège et qui était donc de la région liégeoise? C'est parce qu'il s'agissait de faire une enquête sur les prêtres ouvriers à Seraing. Seraing qui est une ville industrielle, très industrielle, métallurgie, sidérurgie, l'industrie lourde, pardon, juste à côté de Liège, au bord de la Meuse, en allant vers l'ouest par rapport à Liège. Je n'étais pas du tout enthousiaste. Mes parents sont venus avec moi pour voir l'abbé Laloux et en allant, je dis non, moi je ne veux plus travailler avec des curés et des béguines, j'en ai eu assez, donc pas question. Mes parents, l'abbé Laloux était très sympathique, donc j'avais déjà un peu modéré mon avis et puis mes parents m'ont dit écoute, c'est une recherche pour 1 an, c'était un engagement d'1 an, prends-le et puis tu verras bien, tu auras toujours le choix après. J'ai fait la recherche sur les prêtres ouvriers, ce qui était évidemment fascinant. C'était tout autre chose que la religion classique que moi j'avais pu apprendre à l'école. Hein. Les prêtres ouvriers, c'était des battants quand même, qui n'ont jamais été interdits en Belgique, contrairement à ce qui s'est passé en France. J'ai rencontré des hommes là formidables, bien entendu, hein, qui étaient quand même très tiraillés entre une église qui était une église bourgeoise. Hein, à ce moment-là, quand on regardait les statistiques religieuses, on voyait très bien un clivage social. Et puis ces hommes qui s'engageaient finalement dans des milieux, dans des activités pour lesquelles ils n'avaient pas été formés. C'était très courageux de leur part. Donc ça m'a plu. Quand j'ai eu presque terminé cette recherche, est apparu alors dans ma vie quelqu'un qui jouera un rôle majeur, c'est-à-dire Jean Remy, hein, dont vous connaissez sans doute le nom, qui lui était aussi au centre de recherche socio-religieuse, et il était à Louvain, où François Outard avait installé ce centre, à la rue des Flamands, près du parc. Et Jean Remy, sans doute qu'ils n'avaient pas été trop mécontents de ma recherche sur Seraing, Jean Remy m'a proposé de travailler avec lui sur Charleroi, une autre ville industrielle, métallurgie lourde. Et là, Jean Remy travaillait sur l'organisation spatiale de Charleroi et sur le religieux. Et il me proposait de travailler sur la dimension religieuse à Charleroi, donc dans tous les doyennés de la région de Charleroi. Et ça a été alors jusqu'à l'éméritat de Jean Remy. J'ai travaillé avec lui. Il y a d'ailleurs pas mal de publications, on aura l'occasion d'en parler, pas mal de publications que j'ai faites avec lui. Et je lui dois vraiment beaucoup. En 1965, je crois, le centre de recherche socio-religieuse a été intégré à l'université de Louvain. Et il a été intégré à l'université de Louvain sous 2 chapeaux, sociologie des religions et sociologie urbaine. Il y avait déjà un peu de sociologie à l'université avec le chanoine Leclerc à Louvain, mais c'était plutôt une philosophie sociale et l'université voulait développer très fortement la sociologie.
Et donc, on a intégré le centre où il y avait aussi Jacques Delcourt, qui, lui, s'est spécialisé et a créé le Centre de sociologie de la famille. Donc, une bonne partie des chercheurs du Centre de recherche socio-religieuse a été intégrée à l'Université de Louvain. Mais être intégré dans une université, ça voulait dire, si on voulait y rester, et j'avais bien envie alors, ça voulait dire faire une thèse. Faire une thèse, et quoi faire comme thèse? Jean-Louis m'a suggéré, m'a dit, écoute, tu travailles à la fois en sociologie urbaine et en sociologie des religions. Si tu faisais ta thèse sur un thème qui croise les deux, mais centré sur la sociologie des religions. Et plus précisément encore sur la pratique dominicale. Et donc, ma thèse a été publiée, voilà, Sociologie du geste religieux. Et en fait, le thème de cette thèse, c'est que à l'époque, la ville était considérée comme tuant la religion, si vous voulez. Hein, on disait, dans les villes, les gens ne vont plus à la messe et donc ils s'éloignent de la religion. Moi, j'avais constaté que il y avait quelque chose peut-être de correct là-dedans, mais en même temps, je voyais que dans les différentes villes belges, le niveau de religiosité, et plus particulièrement le niveau de pratique religieuse, était très différent. Hein. Donc il y avait des villes où il y avait une pratique, à l'époque le niveau était de toute manière très haut partout. Il y avait des villes où le niveau était de 60 ou 70%, et d'autres où c'était de 30%. Donc oui, la ville joue, mais pourquoi elle joue différemment? Et le deuxième constat, c'était que les communes entourant la ville avaient des pourcentages de pratiques religieuses qui s'inscrivaient dans la même ligne que le niveau de la pratique. Hein. Si vous aviez une ville avec 60, les campagnes environnantes, elles avaient 70 ou 80. Si vous aviez une ville avec 30, les campagnes, elles avaient 40, par exemple. Donc il y avait des ensembles plus vastes que la ville. Alors, il y avait à l'époque 2500 communes en Belgique, c'était avant la fusion des communes. J'ai pris les chiffres de pratique dominicale dans toutes les communes. Il y avait à l'époque 2 recensements par an, hein, un en été, qui ne m'intéressait pas parce que l'été c'était pour voir comment mettre plus de prêtres dans les endroits de vacances. Mais je voulais, et le deuxième recensement des pratiquants, c'était en octobre, un dimanche qu'on appelait neutre, c'est-à-dire où il n'y avait pas de fête particulière, où il n'y avait pas d'événement particulier, donc un dimanche plat si vous voulez, hein. Pas à la Noël, des choses ainsi. Et donc, ce sont ces pourcentages-là que j'ai pris en compte, et ça m'a demandé un travail énorme, bien entendu. Vous imaginez, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, donc il fallait tout calculer à la main. J'ai calculé le taux de pratique sur la population de 7 à 65 ou 70 ans, je ne sais plus. Et donc mais on n'avait pas ces chiffres-là, donc j'ai dû faire la déduction pour chaque commune. Hein. Et alors j'ai élaboré une carte de la pratique religieuse sur tout le territoire de la Belgique. Et alors, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est qu'il y avait des zones qui étaient très, très homogènes. On pouvait très bien repérer les zones à basse pratique et les zones à forte pratique. J'ai alors essayé de formuler toute une série d'hypothèses. Mais d'où venaient ces différences, hein? J'ai été regarder les données politiques, les données dialectales, les sports locaux, parce qu'il y a des sports qu'on pratique dans certaines régions. Et pas d'autres. Je ne trouvais rien comme explication. Et un jour, j'en ai parlé à mon ancien professeur de géographie du lycée Saint-Jacques, qui était la femme d'un professeur de géographie de l'université spécialisé dans le rural. Et cette professeure, nous sommes devenus amis par la suite, Madeleine m'a dit, écoute, va voir Charles, montre-lui, on ne sait jamais. Je suis donc allée voir Charles Christians, et dès qu'il a vu la carte, il m'a dit, mais écoute, c'est tout à fait, ça correspond tout à fait à la carte du faire-valoir agricole.
Alors, qu'est-ce que c'est le faire-valoir? C'est la manière dont s'effectue la production agricole. Il y a deux sortes de faire-valoir. Le faire-valoir direct, le propriétaire exploite lui-même ses terrains, et ça veut dire que ce sont généralement des petites terres, pas très rentables. Et puis le faire-valoir indirect, où les terres sont travaillées par des personnes qui ne sont pas propriétaires. Les propriétaires étant essentiellement de deux catégories, la noblesse et les monastères, les abbayes. Et ce qu'on voyait très clairement sur la carte, c'était que les zones de faire-valoir indirectes, c'est-à-dire les zones appartenant à des grands propriétaires, les zones de bonne terre, c'était là que les pratiques religieuses étaient les plus faibles. Hein. Alors c'était très intéressant parce que ça voulait dire qu'il y avait un rapport social là derrière. Hein. On était dépendant du patron. Hein. Et donc, on se rebellait contre le patron. On devenait socialiste et anti-religieux, ou au moins anti-clérical. Donc, là, il y avait une information extrêmement claire. Alors, avec l'aide notamment de Christian, on a fait différents tests et on a vu que c'était vrai. Par exemple, tout le bassin industriel qui va de Liège à Mons et qui a une pratique très basse, ça date de bien avant. Ça date du temps où l'agriculture était dominante. Et c'était de très bonnes terres qui étaient possédées par essentiellement des monastères et des abbayes et par quelques nobles. Donc ça remettait tout à fait en question l'influence de la ville comme telle sur l'espace. Il y avait toute une dimension, un héritage culturel inconscient qui faisait que l'éloignement par rapport à l'Église était lié à un rapport de domination. Donc ça changeait très fortement la perspective. Et alors, en faisant le travail à l'UCL, j'ai fait des découvertes progressives, des découvertes d'auteurs, tout d'abord, les grands classiques et puis d'autres, des découvertes de théories aussi, théories diverses, mais c'est vraiment sur le tas que j'ai appris. Et dans cet apprentissage, je dois beaucoup à l'Association internationale des sociologues de langue française et à la Société internationale de sociologie des religions, dont j'ai été et dont je suis toujours membre, et j'ai été présidente de ces deux associations au début des années 2000. Et ça, ce sont des lieux d'échange extraordinaires, ce sont des lieux d'amitié aussi, ce sont des lieux de reconnaissance. C'est comme ça, grâce à l'ASLF, que j'ai été promue docteur honoris causa de l'Université Laval à Québec. Et donc, j'ai aussi, à la fin de ma carrière, fait une chose que j'ai beaucoup aimée. J'ai été membre, mais j'ai aussi dirigé des commissions d'évaluation des départements de sociologie. En particulier, j'ai été président 5 fois de la commission d'évaluation de toutes les universités portugaises. Et donc je devais composer ma commission en prenant des sociologues, des anthropologues. C'est comme ça qu'on a travaillé avec Mike Singleton, que j'avais recruté. Et donc on a fait le tour plusieurs fois de toutes les universités portugaises et c'était tout à fait fascinant. Et là, je pense que c'est aussi lié à l'Association internationale des sociologues de langue française, où j'ai rencontré beaucoup de Portugais et où j'ai tissé de merveilleuses relations avec eux. C'est d'ailleurs un plaisir avec les Portugais qui sont des personnes tout à fait charmantes.